Merci. Conclusion, non, c'est un bien grand mot. Hein. J'ai été observateur dans cette journée, au titre sans doute de mon expérience sur ce genre de questions, au titre de membre de l'équipe de pilotage, je vois que ça a été écrit sur cette diapo, de la grande expérimentation Institut Carnot de l'éducation qui s'est tenue en Auvergne-Rhône-Alpes là, les 3 dernières années. Et probablement aussi au titre d'étranger au Léa. Comme membre, je suis extérieur. C'était la première fois que je mettais les pieds dans un séminaire de Léa. Donc, c'est pas tout à fait un rapport d'étonnement que je vais faire, ce serait quand même un peu abusé, je suis pas tout à fait aussi naïf. Mais quand même, je vais vous dire des choses sur ce qu'un extérieur de passage a entendu, compris, retenu. Et du coup, à qui je m'adresse? Il y a des gens dans la salle qui ont une bouteille terrible, j'ai strictement rien à leur suggérer et à leur apprendre. Je vais faire comme si je parlais surtout aux nouveaux arrivants des Léa, comme si c'était une sorte de discours adressé. Il fallait que je me fabrique un auditoire modèle, dirait Eco. Voilà. Et donc, ma première remarque, ça serait... C'est de remarques disparates, hein, je vous préviens, j'ai fait ça sur un coin de table en vous écoutant toute la journée. Quelle chance! Quelle chance! Quelle chance vous avez de pouvoir rentrer, bénéficier d'un dispositif pareil, d'un dispositif aussi imaginatif, d'un dispositif aussi bien structuré, piloté, coordonné, financé, avec des interactions entre collègues, des interactions avec des chercheurs, avec des rapports intermétiers. Quelle chance! Mesurez-la. Sachez qu'elle est fragile et qu'elle pourrait être éphémère. Que c'est un peu une anomalie quand même dans le paysage contemporain. Ce matin, j'ai écouté l'intervention de Madame Brigitte Darchy-Coquelin, représentante de la DGESCO, ici même, et il me semble qu'elle vous a dit ça d'une certaine manière. Profitez, essayez de rajeunir, de remonter dans le temps. Et est-ce que l'étrange poésie qu'elle vous a proposée, s'est-elle interrogée, est bien raisonnable à un monde qui est piloté par les evidence-based policy? Autrement dit, par une vision très rationnelle, très descendante, très hiérarchique et très fondée sur la preuve du pilotage d'une éducation nationale enfin redevenue raisonnable. Pilotée par la science. Que viendrait faire dans ce paysage tout en rationalité et en bonne parole descendante, un foisonnement horizontal, brouillon? S'agirait-il de le tutorer, de le canaliser, s'interrogeait notre collègue, ou laissons-le encore déborder quelque temps? C'est comme ça que j'ai entendu cette introduction. Et donc, si on a envie de continuer à le laisser déborder quelque temps, il va falloir qu'on s'interroge peut-être sur ce qu'on peut faire pour que dans ce contexte plutôt de reprise en main hiérarchique, descendant, un peu autoritaire, d'un pilotage par la science, de voir comment la science peut se faire aussi avec les acteurs de terrain, les premiers concernés, dans leur capacité à produire des connaissances et à produire des solutions à des questions professionnelles. Et il me semble qu'à ce moment-là, il y a une partie de l'organisation de la journée qui s'éclaire quand on voit le souci qu'ont eu les pilotes des Léa, des organisateurs de cette journée, à vous alerter, comme la représentante du ministère ce matin disait, que reste-t-il à faire? Je me suis dit, oula, serait-ce le début de l'annonce de la fin? Elle a insisté sur le fait de capitaliser sur des résultats produits, de capitaliser sur des ressources produites. Et il me semble que toute la journée, les pilotes des Léa, ici, vous ont envoyé le même message. Il va falloir consolider l'édifice, il va falloir du coup le rendre visible, lisible
et valoriser son travail. Il me semble que ça, moi c'est ça que j'ai entendu toute la journée. Il suffit pas de bosser chacun dans son coin. Il faut, et j'ai envie de dire, et les jeunes là, soyez pas égoïstes. C'est pas parce que vous avez cette chance et que vous allez en profiter qu'il faut pas penser à ceux qui pourraient continuer à en bénéficier si vous faisiez l'effort de laisser des traces, thème de l'atelier dont je sors, des traces qui rendent crédibles et qui donnent envie à l'État de continuer à investir sur des initiatives de ce type parce qu'elles auraient fait la preuve de leur fécondité, de leur richesse, de leur enrichissement. La Cour des comptes veille. La Cour des comptes va bientôt regarder ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Ils épluchent tout. Et généralement, quand le gouvernement en place veut mettre en place un train de mesure, il fait faire un rapport par la Cour des comptes pour expliquer qu'il va falloir faire ce train de mesure pour être plus juste et plus rationnel. C'est clair que les LEA vont être dans un prochain rapport de la Cour des comptes. Donc, qu'aurez-vous fait pour permettre qu'on ne soit pas dans une politique de terre brûlée et qu'après vous, il puisse y avoir encore d'autres LEA? Donc il me semble que dans cette logique-là, vous devez vous inscrire dans cette logique de fabriquer des données probantes. Alors peut-être pas au sens de l'administration de la preuve selon le paradigme des evidence-based, mais en tout cas d'apporter des données qui puissent être tangibles et qui puissent être transmissibles et qui puissent être des arguments pour l'action. Au minimum, des arguments pour l'action. Je pense qu'il faut rentrer dans les LEA avec cette idée-là. C'est qu'on va s'enrichir, soit... une des questions sur laquelle je reviendrai, c'est à qui ça profite et à qui ça profite le plus. J'ai entendu ça dans un atelier, ça m'a beaucoup intéressé cette remarque. Qui est-ce qui a été le plus enrichi par l'aventure des LEA? J'y reviendrai. Donc, inscrivez-vous là-dedans et évidemment, de mon point de vue, inscrivez-vous dans l'idée que le bilan que vous allez faire, il faut qu'il soit dans votre tête au moment où vous commencez. C'est-à-dire que oui, bien sûr que la question des traces se pose. Elle se pose comme des outils pour travailler, parce qu'on a besoin de traces pour échanger, pour avancer, et le numérique nous permet de les mutualiser merveilleusement bien, mais il permet aussi de laisser des traces qui sont, je le disais encore une fois, des arguments sur ce qu'on a produit de neuf, ce qu'on a produit de nouveau. Et évidemment, là, ça pose la question de savoir si le bon paradigme, c'est le paradigme de l'innovation, ou si on rentre, comme beaucoup nous y invitent, dans le paradigme de l'amélioration. C'est-à-dire que, est-ce qu'il suffit d'innover pour mobiliser les acteurs, et au fond, ces entreprises ont pour fonction principale de rendre les enseignants qui souffrent un peu dans des dynamiques de travail qui les aident à mieux vivre et à mieux travailler dans leurs établissements? Ou est-ce que derrière la dynamique de l'innovation, il y a aussi une dynamique de l'amélioration, c'est-à-dire des connaissances, des ressources, des outils, etc., qui sont susceptibles non pas seulement d'enrichir ceux qui sont engagés dans le LEA, mais d'autres qui peuvent en bénéficier par contagion, par essaimage, par transmission, par valorisation, par diffusion de toute une série de connaissances ou de ressources. Et on a beaucoup attiré votre attention sur ce point-là. Moi, en tout cas, j'ai entendu ça, me semble-t-il, toute la journée. Du coup, à partir de ces deux remarques initiales, d'autres, me semble-t-il, ont traversé la journée. Cette métaphore du matin de Benjamin Moton et du retour aux origines, moi, s'est télescopé cet après-midi avec un atelier dans lequel j'étais, où justement s'est posée cette question de l'origine de la création d'un LEA. D'où ça sort ? Qui en a été l'initiateur? Quel rôle jouent les référents IFE sur le territoire? À quel moment c'est plutôt des enseignants qui avaient besoin de travailler et qui ont cherché des gens pour les aider à travailler, ils ont trouvé des enseignants-chercheurs? À quel moment c'est des enseignants-chercheurs qui avaient des problématiques de recherche et qui sont allés au contact de terrain pour avancer dans leurs réflexions? Je pense que cette genèse des projets serait intéressante à conserver en termes de traces pour voir si justement il y a toujours un problème professionnel, ce qui est peut-être pas aussi évident que ça. Parfois il y a simplement des envies de faire ensemble. Parfois il me semblait qu'il y avait des envies de réfléchir ensemble. D'autres fois des envies de théoriser des réussites, de choses dont on était fier et qu'on avait déjà envie de diffuser et de valoriser.
Il me semble qu'il y a une hétérogénéité là extrême de la nature des Léa, pas simplement parce qu'il y en a qui sont à la maternelle et d'autres au lycée professionnel et qu'il y en a qui sont sur les nouvelles technologies, d'autres sur les langages. C'est que je pense que dans la genèse des projets, dans les intentions des uns, dans ce que les acteurs viennent y chercher, il y a une hétérogénéité folle et qui fait que le terme collaboratif, il est bien gentil, mais alors franchement, il dit rien. Si ce n'est qu'il y a plusieurs métiers qui effectivement collaborent. Voilà. Mais collaborent pour quoi faire ? Je pense que s'expliquer progressivement, on peut essayer de s'expliquer au commencement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de s'expliquer régulièrement sur ce qu'on est en train de faire ensemble, sur cette question de qui a le plus été enrichi, le plus, parce que l'objectif, c'est que tout le monde, ça soit du gagnant-gagnant. Mais quand même, il faut postuler l'idée qu'il y a une asymétrie de position, qu'il y a des métiers qui ont des logiques très différentes. Les chercheurs, en gros, ils sont payés pour produire des connaissances. Les enseignants, ils sont plutôt là dans une recherche de solutions. Il n'y a rien qui fait que par magie, les intérêts en termes de production de connaissances des uns et les intérêts en termes de production de solutions des autres convergent. Donc, généralement, on cherche un plus petit dénominateur commun, un thème. Mais de là à penser que ce thème, il va être suffisant pour fédérer un projet d'action partagée, eh ben, c'est du boulot. Et je pense qu'il faut que les jeunes équipes de Léa ne soient pas naïves là-dessus, soient vigilantes pour prendre du temps régulièrement pour réinterroger le bénéfice réciproque, le fait que non, ce ne sont pas les mêmes intentions, non, ce ne sont pas les mêmes bénéfices, mais il faut que les uns et les autres y retrouvent leur petit. Quand une collègue disait tout à l'heure, moi je fais attention à ne pas surcharger les enseignants. Parce que, en fait, moi, comme chercheur, j'ai bien besoin de relever des traces, mais eux, ces traces que je leur demande, c'est du boulot de plus, et je ne suis pas vraiment sûr que ce boulot, eux, ils en ressentent le bénéfice. Donc, comment je vais trouver cet équilibre en termes de gains et d'efforts que je consens à faire, parce qu'il y a quand même un projet collectif. Est-ce que ce projet collectif, il continue à vivre, il continue à perdurer, voire il évolue, voire il embellit, voire il se nourrit vraiment, et puis à quel moment, faute de s'expliquer, on voit des chemins diverger. Je pense que là, il y a des histoires de Léa plus ou moins heureuses de ce point de vue-là, dans justement le bénéfice. Moi, je pense que le bénéfice, il va être d'autant plus fort que vous serez lucide et pas naïf sur le tous pareils, tous mus par le même idéal, et donc forcément, on a tous les mêmes intérêts. C'est de la blague, ça. On n'a pas du tout tous les mêmes intérêts, même si on peut avoir une partie d'intérêts communs, et c'est évidemment ceux-là qui font que le projet tient et résiste. Voilà. Moi, il faut respecter tout le monde. Et évidemment, dans ce point de vue-là, ça dépend vraiment de la genèse de chacun de ces projets. Après, le reste, ça va m'emmener trop loin. Et on m'a dit qu'à 16h30, ça devait être fini. Donc, je pense que je vais peut-être en rester là sur ces encouragements. Si on reprend cette définition pour clore de cette idée que les Léa devraient quand même être ce lieu à la fois de production de connaissances scientifiques qui puissent être capitalisables. La question, c'est évidemment la question de la montée en généralité, puisqu'à chaque fois, c'est singulier. C'est un lieu, c'est un ici et maintenant. Le lieu, c'est le ici, on peut rajouter le maintenant. Il y a toujours quelque chose d'extrêmement singulier qui est propre aux acteurs qui sont là. Qu'est-ce qui, dans cette aventure humaine entre les acteurs qui sont là, peut être véritablement partagé, peut changer d'échelle, peut être transféré, peut avoir un degré de validité. Les connaissances qu'on produit là, quel est leur domaine de validité ? Moi, je ne pense pas qu'il soit aussi restreint que le seul lieu, mais de là à en faire des règles générales du système, on voit bien qu'il y a justement des implications des acteurs dans ces projets qui peuvent être extrêmement, extrêmement variables. Donc, je pense que l'idée que les uns et les autres soient à la fois attentifs à la production de connaissances et à la production de solutions, avec évidemment cet arrière-plan de fabriquer des ressources, sous-entendu des choses qui permettent de circuler pour aller vers les collègues, vers le métier. C'est marrant, on n'imagine pas produire des ressources pour la recherche. D'accord, on va voir. Si c'est des vraies ressources pour la recherche, et pas des ressources avec les chercheurs. Voilà. Donc, ces ressources, elles sont intéressantes. C'est la question de la diffusion. Moi, je rajoute juste cet élément-là, c'est essayer de les anticiper à chaque étape de votre avancée dans les Léa.
Parce que stocker, et se dire à la fin, on verra ce qu'on peut faire de ce qu'on aura mis en vrac, c'est pas vrai. On capte pas du tout les mêmes choses en vidéo. Si on a déjà un projet de formation qui va s'adosser sur certaines traces d'images, ou qu'on a besoin d'un matériau qui sera le matériau brut, qui sera déroché pour l'activité de recherche. C'est pas tout à fait la même chose. Donc ça vaut le coup d'essayer, moi ce serait ça que je garderais de la journée, c'est si on vous met autant en alerte sur vous avez de la chance, mais c'est fragile, et si on vous dit pensez dès maintenant l'avenir et le bilan, alors pensez dès maintenant à cette logique de trace dans la logique de qu'est-ce qui peut être mutualisé, capitalisé, transféré, offert, puisque vous avez eu de la chance, ben, le don c'est on offre quelque chose, et dans cette logique-là, évidemment, ça va dépasser le simple développement professionnel des acteurs impliqués, même si dans ce développement professionnel, je garde juste cette formule conclusive, on vous parlait d'un processus de transformation, moi je pense qu'on ne sort pas indemne d'une aventure comme ça, oui, de la transformation, des compétences et des composantes identitaires, ouais, ça me va, je prends ça aussi, mais de manière à agir avec une efficacité et une efficience accrue, une nouvelle compréhension. Cette question de agir avec une efficacité et une efficience accrue, c'est vraiment la question de l'amélioration que je posais. C'est pas simplement le fait d'innover et d'être motivé pour partager des moments forts avec des collègues. C'est pour pouvoir apporter à la communauté éducative des éléments qui soient encore une fois des éléments d'enrichissement utiles à d'autres, et utiles à d'autres au sens où notamment les premiers qui sont nos destinataires, bien sûr il y a des collègues, mais c'est surtout les élèves derrière. Hein. C'est est-ce que ces innovations-là sont bien des innovations qui vont permettre à plus d'élèves d'apprendre mieux. Je pense que ça, il faut le réactiver en permanence si on ne veut pas voilà, laisser dériver certains projets qui manqueraient d'épines dorsales. Voilà ce que j'ai entendu aujourd'hui ou ce que j'avais envie de renvoyer.